Jeffrey Hawkins, bonjour. Bonjour. Il y a 100 jours, vous nous disiez que Donald Trump risquait de se désintéresser totalement du continent africain. Aujourd'hui, est-ce que vos prédictions se réalisent ? C'est déjà un peu tôt pour dire, mais des signes sont toujours, à mon sens, aussi mauvais qu'avant. D'abord, il y a eu la destruction de la coopération américaine, donc du USAID, donc un outil qui était extrêmement important en Afrique, un outil pour les États-Unis, pour la diplomatie américaine. En même temps, il y a eu d'autres programmes aussi démolis par l'administration Trump. Et on parle aussi de réformes au sein du département d'État. Pour l'instant, on n'a pas trop de détails, mais on parle certainement de fermeture de quelques ambassades américaines en Afrique. Et aussi, on a parlé d'un mémorandum qui circulait au sein du département où on parlait même d'abolir le bureau pour l'Afrique au sein du département d'État. Ça, je ne sais pas si ça va arriver, mais ça, c'est mauvais signe. En même temps, il n'y a pas de directeur pour l'Afrique à la Maison-Blanche. On n'a toujours pas de sous-secrétaire adjoint pour l'Afrique au sein du département d'État. Donc, les signes sont plutôt pas très favorables à un nouvel engagement américain en Afrique. Est-ce que vous avez des précisions sur les pays où les États-Unis pourraient fermer leur ambassade ? Ça, juste les rumeurs qui circulent, mais notamment, on parle de la Centrafrique où moi, personnellement, j'ai été ambassadeur. Absolument. On parle aussi du Mozambique. Oui, et entre autres d'autres pays aussi. Mais pour l'instant, rien n'est décidé et on va annoncer ça, je pense, assez bientôt. Vous parlez de l'USAID, mais les États-Unis ont également supprimé deux grandes structures historiques. C'est le Millennium Challenge Corporation, qui finance depuis plus de 20 ans de nombreuses infrastructures en Afrique. Et c'est bien sûr Voice of America, la VOA. Tout à fait, tout à fait. Des outils très importants pour la diplomatie américaine, pour l'engagement américain, et non seulement en Afrique, mais partout ailleurs. Et donc, se désarmer unilatéralement comme ça, dans un combat, non seulement pour convaincre les Africains de l'importance des relations avec les États-Unis, mais aussi pour combattre éventuellement les Chinois, les Russes et d'autres puissances sur le continent africain, c'est vraiment très mauvais signe. Mais d'un autre côté, est-ce que Donald Trump et Elon Musk ne se disent pas que tout ça, c'est du soft power qui ne sert à rien finalement ? Oui, pour Elon Musk, ça ne sert peut-être pas à rien, mais pour nous autres diplomates, on a vu ça tout au long de nos carrières, que c'est un outil très important, et surtout quand les Chinois, ils arrivent avec les financements pour les projets, quand on voit les Russes avec leur implication dans la sécurité africaine et pas seulement de façon positive, hein. Il faut tout un complément d'institutions, de programmes, d'engagement pour convaincre justement les Africains de l'importance de cette relation qui est, je pense, pour les États-Unis, très important. Est-ce que le Congrès américain pourrait freiner toutes ces décisions de fermeture ? Non, je pense pas. De toute façon, avant les élections de mi-mandat, donc en 2026, ou peut-être une ou deux chambres du Congrès balanceraient du côté des démocrates. Pour l'instant, le parti parlementaire républicain, si on peut le dire ainsi, est totalement acquis à Trump. Donc, il y aura très, très peu de résistance du côté de la majorité au Congrès. Depuis 25 ans, la loi AGOA permet à un certain nombre de pays africains de bénéficier de préférences douanières de la part de votre pays, les États-Unis. Et cette année, cette loi doit être soumise à un nouveau vote au Congrès américain. Qu'est-ce que vous en attendez de ce vote ? Oui, là aussi, si on suit les actualités un peu partout dans le monde et notamment les tarifs douanières de l'administration Trump, ce serait quand même étonnant de voir AGOA prolonger. C'est vrai que depuis quelque temps, les pays africains en profitent moins, donc les chiffres sont en bas, mais c'est quand même une ouverture importante envers les marchés africains et donc ce serait encore un autre signe du désintéressement de l'administration Trump pour le continent. Alors, vous parlez des Chinois. La semaine dernière, le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a annulé sa visite prévue au Kenya. Est-ce parce que le président William Ruto venait de se rendre à Pékin, en Chine ? Ça, j'ai pas d'informations là-dessus, mais il faut dire à quelques exceptions près, je pense qu'on va en parler. Le département d'État, enfin le chef de la diplomatie américaine, est pas très motivé par les relations africaines. Marco Rubio, pour l'instant, n'a pas vraiment mis l'emphase sur l'Afrique. Alors il y a une exception dans tout ce tableau, c'est la région des Grands Lacs, puisque samedi dernier, Donald Trump a déclaré « Nous avons, je crois, une excellente nouvelle à venir avec le Rwanda et le Congo. Je pense que vous allez voir la paix au Rwanda et au Congo. » Oui,
Je pense que l'intérêt de Donald Trump pour les matières premières et notamment les minéraux de terres rares est incontestable. Je veux dire, là, il s'intéresse certainement à la richesse sous-sol du Congo. Mais je pense qu'il faut, malgré tout le bruit qu'on a fait et malgré un certain investissement ces derniers temps par Massad Boulos, qui est le représentant de Trump, et pour le Moyen-Orient et pour l'Afrique, qui a un peu fait le déplacement sur le continent récemment, et puis cette annonce de déclaration de principe. Oui, il y a un intérêt et il y a des discussions, mais je pense qu'il faut rester très prudent parce que quand on sait le conflit au Congo, dans les Grands Lacs, c'est très compliqué. On essaie de travailler depuis très longtemps. L'intervention de la communauté internationale et notamment l'opération de maintien de la paix MONUSCO n'a pas été un grand succès. On sait très bien que les milices et notamment les M23 contrôlent Goma et d'autres parties importantes de cette région très riche en minerais. Donc, entre faire des déclarations de principe, entre faire un peu le tour des capitales et arriver vraiment à une paix durable, il y a quand même pas mal de pas à faire. Il y a juste 2 ans, c'était en mars 2023, l'opposant rwandais Paul Rusesabagina a été libéré par les autorités rwandaises sous pression américaine. Est-ce que le président des États-Unis, quel qu'il soit, n'est pas le seul dans le monde à pouvoir faire pression sur Paul Kagame? Bon, ça, je ne sais pas. Et pendant longtemps, Kagame, malgré une préférence peut-être pour des méthodes plutôt autoritaires, Kagame, notamment grâce à les avancées économiques du Rwanda, a été un peu le préféré des capitales occidentales. Mais entre faire libérer une seule personne, et notamment quelqu'un qui est un tout petit peu connu en Occident, et demander un changement structurel de sa façon de gérer sa politique étrangère vis-à-vis de Congo, c'est quand même un écart assez important. Alors dans cette annonce de samedi dernier, Donald Trump a ajouté « On va investir plus de 6 milliards de dollars dans le corridor angolais de Lobito qui permettra essentiellement de transporter de magnifiques minerais depuis le Congo, l'Angola et plusieurs autres pays. » N'est-on pas dans ce cas de figure dans la continuité de la politique de Joe Biden qui était allé en Angola, c'était en décembre dernier? Et justement, ce projet de corridor de Lobito, ça date pas de Trump. C'est une initiative qui est là depuis quelque temps. Mais se concentrer sur un ou deux projets simplement pour avoir accès à des matières premières, ça ne constitue pas une politique globale vis-à-vis d'un continent qui est extrêmement important, qui offre beaucoup d'opportunités pour l'Amérique et aussi beaucoup de défis pour la communauté internationale. Je veux dire, ça c'est très bien si on veut parler du corridor de Lobito, mais ça ne constitue pas une politique globale. Mais comme il est en difficulté sur Gaza et sur l'Ukraine, est-ce que Donald Trump ne se penche pas sur les Grands Lacs pour trouver enfin un succès diplomatique à mettre à son actif? Je dois dire que je me suis posé la question aussi, mais je pense que Donald Trump, comme ses prédécesseurs, va trouver que les conflits dans les Grands Lacs, c'est aussi épineux que le Gaza ou l'Ukraine et tout ça. C'est très compliqué et ce qu'il faudrait, c'est vraiment un engagement diplomatique de longue haleine, ce qui ne caractérise pas en général la diplomatie trumpienne. Et vous ne faites pas confiance actuellement à messieurs Marco Rubio et Massad Boulos pour trouver la solution, hein? Non, franchement, pour l'instant, une déclaration de principe, une discussion sur l'accès des compagnies minières américaines qui sont de moins en moins présentes d'ailleurs sur le sol congolais. Entre ça et vraiment mener à bien tout un processus de paix qui implique énormément d'acteurs domestiques et internationaux, de faire venir des compagnies dans des conditions de sécurité, dans un contexte de gouvernance transparent, etc. Ça, c'est pas pour demain. Donc, si Donald Trump cherche une petite victoire diplomatique pour briguer à un prix Nobel, je pense qu'il faudrait qu'il regarde ailleurs. Jeffrey Hawkins, merci. Merci à vous.